Et je vous présente donc mes invités deux lauréates de ce classement des jeunes leaders positifs. Alice Barbe, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes présidente fondatrice de l'Académie des futurs leaders. Et Maïmona Toumar, bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Gribouillis. Je commence avec vous, c'est quoi Gribouillis ? Oui, alors Gribouillis, c'est la première association professionnelle de garde d'enfants d'Île-de-France. Donc ce sont ces travailleuses invisibles qui accompagnent les tout-petits, qui ont été pas mal mises à l'épreuve depuis la crise sanitaire. Et donc l'idée, c'était vraiment de créer un espace par et pour elles, parce qu'elles sont finalement assez invisibles. Et pourtant, elles ont une mission extrêmement importante d'accompagner les tout-petits dans les 1000 premiers jours. Donc c'était important qu'elles puissent échanger leurs bonnes pratiques, monter en confiance et en compétences et mieux accompagner les familles. Les 1000 premiers jours que Boris Cyrulnik a théorisé l'importance des 1000 premiers jours. C'est une association, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, vous vous situez comment ? Alors, on est une association loi 1901 et on vient de créer aussi une coopérative qui, elle, a pour mission de porter les prestations de services de garde qui, elles, effectivement, ont une autre vision du métier. Elles travaillent en équipe, elles ont une flexibilité pour accompagner les familles avec qualité aussi. Et donc, on se situe effectivement sur des modèles assez hybrides. Ouais. Comment vous êtes lancé ? C'est quoi le déclic ? Alors, le déclic qui vient de ma mère, qui est la cofondatrice de Gribouillis, qui est garde d'enfants, qui avait une expérience de 15 ans et qui, justement, sentait toute la responsabilité de ces professionnels et voyait que ce qui était important, finalement, c'était que ces professionnels puissent porter elles-mêmes une vision dans le secteur, la partager avec les politiques et permettre de faire émerger effectivement des nouveaux modèles, tout simplement dans le milieu du care. Alice Barbe, pareil, moi je suis basique. Présentation pour commencer. C'est quoi l'Académie des futurs leaders ? Vous venez de la créer, c'est ça ? Oui, on a démarré il y a 1 mois et demi. En fait, avant c'était une idée, maintenant ça existe vraiment. C'est une académie qui vient du constat qu'il y a des mouvements énormes qui sont en train de se mettre en place, des mouvements climat, des mouvements de lutte contre les inégalités. Il y a beaucoup de mobilisation citoyenne. Et du coup, on s'aperçoit que la figure traditionnelle du militant qui rejoint un parti politique et qui va tracter le dimanche, cette figure, elle est en train de disparaître. Au profit de je pense, toute cette génération, tous ces jeunes et moins jeunes qui se battent pour leur cause et mobilisent la société civile à grande échelle. Ces personnes qui mobilisent à grande échelle disent en fait, on aimerait bien aller en politique, mais on n'a pas forcément envie de rejoindre un parti. Donc l'Académie, elle est née pour pouvoir les accompagner, les outiller pour qu'ils puissent se lancer en politique à travers des élections parlementaires ou d'autres. Ouais. Donc c'est vraiment faire émerger une génération de leaders qui forcément qui n'auraient pas eu accès, on parlait des codes tout à l'heure avec Claudia Ruzza, aux codes de la politique. Est-ce que c'est aussi une réponse ? On a vu se créer des écoles plutôt d'extrême droite, notamment Marion Maréchal Le Pen en a créé une. Est-ce que c'est une réponse à ça ? Je ne sais pas si c'est une réponse, mais ce qui est certain, c'est que l'extrême droite, en effet, utilise très très bien et depuis plusieurs années les codes de la métapolitique. L'école de Marion Maréchal, il y a aussi d'autres types d'écoles. Il y a des camps de vacances, on apprend le droit constitutionnel et on fait de la boxe l'après-midi. Je pense à Génération Identitaire. Ils ont aussi tous les codes de la communication par des podcasts, des influenceurs sur YouTube. Et ils arrivent à mobiliser des millions de personnes. Je pense qu'en face, oui, le camp progressiste doit se mobiliser et surtout faire émerger une nouvelle génération dans les cercles de pouvoir, parce que là où le pouvoir se passe, que ce soit le monde médiatique, économique, les gens qui sortent des mêmes écoles, qui sont tous des clones, qui ont la même couleur de peau, qui parlent de la même manière, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui se reconnaît aujourd'hui dans ça et qui a une vraie volonté de changer. Après, sauter le pas, c'est difficile, ça fait peur. On m'a dit la semaine dernière, il faut être fou pour pouvoir se lancer en politique aujourd'hui. Oui. Moi, c'est ça que j'ai envie de changer. Mais alors, je reste avec vous parce que justement, sur l'engagement des jeunes, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a dans la génération des 18, peut-être 18-35, il y a énormément de jeunes qui s'engagent, qui dans des associations pour des causes et qui, pour l'instant, disent « mais moi, j'irai pas voter. J'irai pas voter le 10 avril. » Il vient quoi ? Il vient du décalage dont vous parliez ? Ils se sentent pas représentés d'une certaine façon ? Je pense vraiment qu'il y a un vrai déficit de représentation. On pourrait faire la sociologie de ce qui s'est passé avec les partis politiques ces dernières années, la gauche, la droite, Macron, etc. Mais je crois surtout que ceux dont c'est le rôle,
de mobiliser, de donner envie, de faire rêver, sont en train malheureusement d'échouer pour plein de raisons. Je pense notamment à des raisons financières. Il y a des partis qui n'ont juste pas d'argent, ils ne peuvent pas mobiliser à grande échelle. Et du coup, je crois que la nature a horreur du vide et il y a des trucs un peu protéiformes qui émergent. Donc, il y a l'Académie des futurs leaders, mais je pense également à la primaire populaire, au collège citoyen. Il y a pas mal d'initiatives qui émergent et les gens se reconnaissent beaucoup plus là-dedans. Avec l'Académie des futurs leaders, on a 13 participants, des gens comme Stéphane Ravaclet, et on parlait des jeunes, mais aussi les moins jeunes, vraiment. Stéphane Ravaclet, il a 50 ans, c'est le boulanger qui a fait une grève de la faim pour sauver son apprenti. Il a mobilisé 200 000 personnes pour sa cause. En termes d'intégrité, c'est une des personnes les plus exemplaires. Il se présente aux élections législatives. Des gens comme Anne Pedron à Nantes, prof d'histoire, Sana Saïtouli à Cergy, elles sont sur des listes citoyennes et elles sont soutenues par leur communauté. Sana Saïtouli, on l'appelle la Ocasio-Cortez de Cergy. Elle a des milliers de personnes derrière elle et elle dit, bah ouais, finalement, je ne vais pas aller dans un parti. Pour l'instant, je ne le sens pas, j'ai peur aussi de me faire instrumentaliser. Donc j'y vais avec ma communauté et mes convictions. Ouais. On verra ce que ça donne. Mona Toumar, vous avez été récompensée, alors on l'a dit tout à l'heure avec Claudia Rosa, pour ce que vous avez créé, mais aussi pour votre histoire, pour vos parcours respectifs. Et je voudrais qu'on en parle. Vous êtes d'abord une scientifique, c'est ça ? Exactement, je suis chimiste en fait. Ouais. Donc j'ai un diplôme d'ingénieur et je suis aussi docteur. Ouais. École nationale supérieure de chimie de Montpellier, une thèse industrielle à l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand. Et vous êtes une femme, vous êtes noire, vous êtes musulmane. Ça faisait beaucoup, pardon de le dire, mais vous-même, vous mettez ça en avant dans les interviews que j'ai pu trouver. Vous faites mentir les statistiques, en quelque sorte. C'est quand même une réalité aujourd'hui. Ah oui. Quand on voit une personne comme moi, on va dire, bon, bah voilà, l'ascenseur social fonctionne, etc. Ouais. Sauf qu'en fait, on parle effectivement d'exception. Donc, il y a un problème dans la façon, finalement, de considérer la réussite, l'égalité des chances en France, etc. Et c'est important de mettre la lumière, effectivement, sur ce sujet et de faire en sorte que le sujet ne soit pas seulement, effectivement, pour des femmes au-dessus du plafond de verre, par exemple, mais aussi de penser à celles qui sont en dessous. Et c'est ce qu'on fait chez Gribouillis en parlant de toutes ces personnes qui sont extrêmement méritantes, qui ont un rôle extrêmement important dans la société et pourtant qui n'ont toujours pas la reconnaissance qui va avec. Et cette reconnaissance, elle va très loin. Hein. C'est aussi dans le contrat social, en termes de protection sociale, en termes d'accès à la formation, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses aujourd'hui à bâtir et donc profiter effectivement de ce petit privilège que j'ai peut-être d'avoir cette reconnaissance aujourd'hui sur ce parcours, etc. C'est important aussi pour moi de l'amener sur leur sujet. Oui, et alors ce qui est important aussi, et c'est pour ça que nous, cette initiative, ce classement des jeunes leaders positifs, il nous a passionnés, on y consacre plus de 20 minutes dans cette émission, c'est qu'on a besoin de modèles, on a tous besoin de modèles dans nos vies respectives. Donc vous êtes en train de devenir un modèle pour des jeunes filles qui se disent, bah ouais, c'est possible, ça marche, quoi, ça peut marcher. Oui, c'est toujours impressionnant de dire ça comme mais ça. Je vois bien votre regard, il met la pression. Effectivement, mais tout l'enjeu, c'est de montrer effectivement que tout le monde en est capable, qu'on a quand même une place chacun et chacune dans cette société, et de ne pas laisser le désespoir gagner effectivement des générations et des générations de jeunes personnes qui doivent pourtant finalement se révéler, faire face à des défis collectivement et donc trouver leur place et y participer. L'engagement, il est super important. Donc, avoir effectivement des exemples aujourd'hui qui sont dans ce classement, ça peut changer la donne pour plusieurs personnes. Ouais. Vous avez créé Gribouillis, vous parliez des invisibles. C'est vrai que c'est un terme qu'on a pas mal employé au moment du premier confinement, etc., en disant, ben voilà, on prend conscience que c'était le moment, mais que sans ces personnes, la machine, elle ne tourne pas, tout simplement. Exactement. Sauf que depuis, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est un petit peu le regret. Ouais. Donc effectivement, il y a des nouvelles appellations, on parle de professionnels essentiels, des choses comme ça. Maintenant, effectivement, dans les faits, on voit que c'est extrêmement lent. Aujourd'hui, il y a tout un débat sur l'accompagnement de nos aînés aussi qui émerge et on s'intéresse à tous ces professionnels, effectivement, des maisons de retraite, de l'accompagnement à domicile, etc. C'est la même classe de travailleurs, hein, finalement. Donc à chaque fois, il faut attendre qu'il y ait une crise, finalement, pour qu'on s'intéresse à ces personnes, mais structurellement, il n'y a pas énormément de changements. On peut dire quand même qu'il y a des opportunités qui sont là, et elles sont
aussi porté par ces professionnels et des dirigeants aujourd'hui qui ont aussi des visions différentes du secteur, qui proposent finalement des solutions innovantes, soit sur les modèles de gouvernance, sur les modèles économiques, etc. Et on espère effectivement qu'à la fois du côté politique, du côté social, du côté économique, on va pouvoir avoir des vraies transformations. Alors, bon, le temps file, il nous reste 2 minutes. On pourrait parler de Zynga que vous avez cofondé, mais je voudrais qu'on parle des Obama Leaders, parce que vous avez été coopté par Alice, c'est ça? Expliquez-moi. Il y a une petite embrouille. C'est quoi l'histoire, Alice Barbe? Les Obama Leaders, c'est un programme auquel a participé Maï, qui est en Europe et qui permet un accompagnement de personnalités extraordinaires qui changent les choses et qui effectivement ne correspondent pas au moule que l'on attend traditionnellement. Moi, j'ai eu la chance de faire un autre programme qui implique de passer 1 an aux États-Unis aux côtés du président Obama, de la première dame, des équipes de la Maison-Blanche, qui est un programme qui est beaucoup plus immersif et je crois en grande partie qui m'a aussi inspiré le fait de lancer l'Académie des futurs leaders. Je pense vraiment que j'ai fait 10 ans à travailler avec Zynga. Le racisme existe encore. J'ai vu des personnes souffrir encore récemment avec l'Afghanistan. J'ai vu des personnes dont la famille était tuée par des drones et quelqu'un appuyait sur le bouton pour envoyer ces drones. Et c'était aussi l'administration Obama qui était concernée par ça. Donc moi, j'ai le sentiment que c'est super d'être entrepreneur social, activiste, de faire des choses. Les grands mouvements dont on parlait tout à l'heure ont des changements concrets. Mais il y a peut-être finalement un petit plafond de verre. Et je crois que l'engagement politique permet de dépasser ce plafond de verre. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Maïmonatou, c'est quand même la fondation Obama, enfin voilà, ça met quelques étoiles dans les yeux quand même. C'est sûr, effectivement, que c'est une vraie reconnaissance. Ça renforce aussi la crédibilité du travail qu'on fait. Et c'est important. Hein. Quand on explique ce qui se passe chez Gribouillis, tout le monde ne comprend pas l'importance. Bon, là, effectivement, ça nous permet d'ouvrir certaines portes, d'être entendus. Et bien sûr, c'est toujours aussi encourageant parce que c'est pas un travail facile qu'on fait, je pense, tous les jours de mettre en place. Mais ça veut dire quoi? Pardon de vous interrompre. Il y a quoi, une formation, une aide, du mentorat? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains, ou qu'est-ce qui se passe déjà d'ailleurs? Oui, alors du coup, j'ai fait un programme de 6 mois, un petit peu sous la forme de cours du soir, qui se passait à distance parce que malheureusement, avec le début de la crise sanitaire, on n'a jamais pu se rencontrer tous ensemble avec les 34 autres leaders. Mais on a eu accès effectivement à de la formation, notamment sur la question du leadership positif, mais aussi comment est-ce qu'on peut mieux organiser nos communautés, faire grandir une vision commune, etc. Et donc, c'est extrêmement enrichissant, forcément, parce que c'est aussi des outils très concrets dans les démarches qu'on a au quotidien. Parce que chez Gribouillis, on a vraiment cette dynamique de gouvernance partagée. Les personnes ne sont pas juste des bénéficiaires, elles participent et elles sont actrices du changement. Et donc, c'est pas forcément des formes tout le temps habituelles ou reconnues. Et donc, ça nous a permis d'avancer sur ces sujets-là. Et puis après, par rapport au contexte actuel, on approche des élections, vous en parliez à l'instant. Il y a tout ce sujet aussi du plaidoyer qui est extrêmement important. En ce moment, on est en train de travailler avec un collectif qui s'appelle Femmes et Travail sur ces sujets. Donc, parler de la place de ces femmes du Caire dans la société, c'est aussi une façon de proposer aux candidats d'avoir un regard différent sur la société et de pouvoir justement structurer ces secteurs qui sont essentiels. De la même façon, on a organisé un colloque au Sénat il y a à peu près un mois avec d'autres acteurs sur la petite enfance. Donc c'est aussi ça que ça m'a apporté, de pouvoir finalement prendre la parole, peut-être de manière plus à l'aise, et de porter des sujets importants. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. C'était passionnant, bravo pour ce classement des jeunes leaders positifs. Il y en a 35 dans la liste, ça va nous donner plein d'idées d'invités, même si on en a déjà reçu quelques-unes et quelques-uns. C'est l'heure de Smart Ideas tout de suite.